Ma femme, la DRH, m'a convoqué à une réunion avec le PDG. Robert, après 15 ans, on restructure ton poste. Ma femme m'a annoncé d'un air suffisant. Range ton bureau d'ici vendredi. J'ai souri poliment et j'ai dit, je comprends tout à fait. Il n'avait aucune idée de comment. Lundi serait amusant. 15 ans. C'est le temps que j'avais passé à bosser chez Eastbridge Technology, à être présent chaque jour comme sur des roulettes. 15 ans à garder la tête froide, à fournir un travail solide et à être celui sur qui tout le monde pouvait compter quand les serveurs plantaient à 3 heures du matin ou quand un client important avait besoin de peaufiner son logiciel personnalisé pour la veille. Je n'étais pas la voix la plus forte de la pièce. Je n'étais pas du genre à faire des bisous aux happy hours de l'entreprise, mais j'ai fait avancer les choses. Ça devait bien compter, non? Jeudi matin a commencé comme tous les autres. Je sirotais ma deuxième tasse de café, les yeux rivés sur des lignes de code qui commençaient à se brouiller lorsque mon téléphone a lâché. Le nom de Mira a clignoté à l'écran. Ma femme m'appelait du 3e étage, là où elle régnait sur le service RH telle une reine. Nous étions mariés depuis 12 ans. Et ces derniers temps, les choses étaient différentes, plus froides, comme si nous étions des colocataires partageant par hasard un prêt immobilier et un nom de famille. Robert. Sa voix était nette et professionnelle, le même ton qu'elle employait avec les employés qui avaient raté leur note de frais. Le PDG veut te parler. Salle de conférence B, maintenant. Non. Salut chérie, comment se passe ta matinée? Juste des affaires courantes. Je n'ai pas l'estomac bien accroché, mais j'ai refoulé l'idée. Peut-être était-ce à cause de l'intégration du nouveau client sur laquelle je travaillais. Peut-être que Jared avait enfin réalisé la valeur que j'apportais à cet endroit. J'ai redressé ma cravate, pris ma tasse à café, celle avec le logo délavé du programmeur le plus correct du monde que Clara de la comptabilité m'avait offert à Noël dernier, et je suis monté à l'étage. Le trajet en ascenseur m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque étage résonnait dans ma poitrine comme un compte à rebours. La salle de conférence B était un de ces espaces d'entreprise aseptisés, avec des baies vitrées donnant sur le parking. Une table en acajou qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et des chaises qui semblaient chères, mais qui donnaient l'impression d'être assise sur du carton. Quand je suis entré, Mira était déjà là, perchée au bout de la table, les bras croisés. Elle arborait ce sourire faux, celui qu'elle arborait lors des présentations d'entreprise, lorsqu'elle devait annoncer de mauvaises nouvelles concernant les prestations de santé ou les changements de politique de congé. En face d'elle était assis Jared Lagne, notre PDG, la quarantaine, impeccablement soigné, le genre d'homme qui faisait probablement repasser ses chemises tous les jours et qui ne semblait jamais transpirer, même en juillet. Il parcourait les pages de son téléphone, remarquant à peine ma présence jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. Robert, dit-il en levant enfin ses yeux bleus et froids qui avaient probablement anéanti 1000 rêves dans des salles de réunion comme celle-ci. Merci d'être venu. Asseyez-vous. J'ai tiré une chaise, le cuir grinçant sous mon poids. Le silence s'était tiré entre nous comme un élastique sur le point de se rompre. Mira étudiait ses ongles manucurés comme s'il détenait les secrets de l'univers. Jared, lui, joignait les doigts en croix et essayait d'avoir l'air pensif, mais il ressemblait en réalité à un méchant sorti d'un thriller d'entreprise ringard. Alors, Jared a commencé à exprimer cette fausse chaleur que les cadres apprennent lors des séminaires de leadership. Après avoir examiné notre structure actuelle et nos besoins futurs, nous avons décidé d'apporter quelques modifications à votre poste. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing au ventre, mais j'ai gardé un visage neutre. 15 ans passés à gérer des clients difficiles et des délais impossibles m'avaient appris à maîtriser mes émotions. J'ai hoché la tête lentement, attendant que le choc se produise. Nous restructurons l'équipe de développement, a-t-il poursuivi. Et malheureusement, votre rôle ne correspond plus à notre nouvelle orientation. Nous recherchons un leadership plus dynamique dans ce service. Un leadership dynamique, c'est le jargon de l'entreprise, car nous vous remplaçons par quelqu'un de plus jeune et de moins cher. Je jetai un coup d'œil à Mira, cherchant un signe de soutien, une indication qu'elle se battrait pour son propre mari. Au lieu de cela, elle se pencha en avant avec cette expression suffisante que je voyais de plus en plus souvent à la maison. Il faudra que tu ranges ton bureau d'ici vendredi, dit-elle d'une voix empreinte d'une satisfaction à peine dissimulée. On te fournira une indemnité de départ standard et d'excellentes références, bien sûr. Le silence se fit dans la pièce, à l'exception du ronronnement de la climatisation et du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Je restai assis là un instant, ruminant ce qui venait de se passer. Ma femme,
celle qui avait promis de me soutenir contre vent et marée, venait de m'aider à orchestrer mon accomplissement professionnel. Le PDG pour lequel j'avais bossé comme un dingue venait de me jeter comme un lièvre. Mais voilà ce qu'ils ignoraient de moi, je me préparais à ce moment depuis 3 mois. Je me levais lentement, lissais ma cravate et les regardais tous les deux dans les yeux. Je comprends parfaitement, dis-je d'une voix calme et posée. Merci pour le clarté. Jared parut surpris par ma réaction posée. Mira haussa les sourcils comme si elle s'attendait à ce que je la supplie ou que je fonde en larmes. Ils attendaient que je m'effondre pour leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Au lieu de cela, je serrai fermement la main de Jared et adressai un signe de tête poli à Mira. J'aurai tout bouclé d'ici vendredi, dis-je. Merci de m'avoir donné l'occasion de contribuer au succès d'Eastbridge pendant toutes ces années. En me dirigeant vers la porte, je sentais leur regard dans mon dos. Ils pensaient probablement que j'étais sous le choc de ne pas avoir encore compris la réalité. Ils ignoraient que j'avais 3 longueurs d'avance sur eux depuis le jour où j'avais découvert leur petit secret. 3 mois plus tôt, j'étais tombé sur quelque chose qui avait tout changé. Quelque chose qui m'avait fait réaliser que ma loyauté, ma discrétion et mon efficacité m'avaient préparé à ce moment précis. Alors, j'avais commencé à planifier, à me protéger, à construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas m'enlever. Ils pensaient mettre fin à mon histoire à Eastbridge. Ils ignoraient complètement qu'ils de conseil, aidant les entreprises à traverser le genre de transition de leadership qui détruisent des endroits comme Eastbridge, et nous soutenir les ambitions de chacun sans avoir besoin de fusionner nos identités. Le contraste avec mon mariage avec Mira ne pourrait être plus frappant. Là où Mira et moi étions tombés dans un modèle de partenariat stratégique et de compromis soigneusement négocié, Sacha et moi avons construit quelque chose basé sur une véritable compatibilité et un respect mutuel. Nous nous disputons parfois, mais sur des choses réelles comme l'opportunité de rénover la cuisine ou de partir en vacances en Grèce, et non sur la politique des entreprises ou sur la carrière qui doit être prioritaire. J'ai vu Mira une fois il y a environ 6 mois lors d'un événement de réseautage au centre-ville. Au début, je ne l'ai presque pas reconnue. Le dirigeant d'entreprise raffiné qui commandait les chambres et intimidait ses subordonnés avait été remplacé par quelqu'un qui semblait diminué, incertain. Elle se tenait seule près de la table d'inscription, tenant une carte de visite pour une entreprise indépendante de conseil en RH qui ne se passait clairement pas bien. Nos regards se sont croisés à travers la pièce et pendant un instant, j'ai vu quelque chose comme de la panique apparaître sur son visage. Peut-être avait-elle peur que je fasse une scène ou que ma présence puisse nuire d'une manière ou d'une autre aux relations professionnelles fragiles qu'elle essayait de reconstruire. Mais je n'ai rien ressenti à part une légère curiosité à quel point nous serions tous les deux devenus différents. Je suis passé devant elle sans m'arrêter, non pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien à dire. La colère que j'avais portée pendant des mois après avoir découvert sa trahison s'était depuis longtemps éteinte, remplacée par quelque chose de bien plus puissant, une totale indifférence à l'égard de son opinion sur moi ou de son évaluation de ma valeur. Ce moment a cristallisé quelque chose que j'avais appris progressivement au cours des 2 dernières années. Je n'avais pas gagné parce que j'avais détruit sa carrière ou dénoncé son comportement contraire à l'éthique. J'avais gagné parce que j'avais construit une vie où sa présence ou son absence n'avait aucune incidence sur mon bonheur ou ma réussite. L'ancien Robert, celui qui avait passé 15 ans à rechercher l'approbation et à s'efforcer d'être l'employé parfait, le mari parfait, l'entreprise citoyenne parfaite, aurait eu besoin qu'elle reconnaisse ses torts ou qu'elle admette ses erreurs. Le nouveau Robert comprenait que la reconnaissance de sa valeur par les autres est appréciable, mais pas indispensable. La paix, j'ai découvert, est le pouvoir suprême. Non pas la paix agressive et axée sur la performance qui résulte du fait de prouver qu'on a raison et que tous les autres ont tort, mais la confiance tranquille qui naît de la connaissance de soi, indépendamment de la validation extérieure. À ce stade, les personnes qui semblaient autrefois capables de détruire votre vie ne deviennent que les personnages d'une histoire que vous avez déjà écrite. Ironbridge Solvex continuera de croître et d'innover. Le programme de mentorat aidera davantage de personnes à éviter les pièges dans lesquels je suis tombé. Sacha était en train d'écrire le premier chapitre de leur propre chute. Le chemin du retour vers mon bureau me parut le plus long que j'ai jamais fait, mais je gardais un visage impassible, mais pas mesuré. Je n'allais donner à personne ici la satisfaction de me voir transpirer. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant cette lueur nauséabonde de l'entreprise sur tout, et je sentais les yeux me suivre tandis que je traversais le dédale de box et de bureaux aux parois de verre. Les nouvelles vont vite dans un endroit comme Eastbridge, surtout les mauvaises. Le temps que je m'asseyais à mon bureau, mon ordinateur était déjà en train de sonner de messages. André,
de l'équipe de sécurité, fut le premier à passer. Sa silhouette imposante remplissait mon entrée comme s'il était prêt à affronter celui qui m'avait fait du tort. « Et, Rob, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il à voix basse, mais sa colère à peine contenue. « Tiens, tu t'es fait virer. » Avant que je puisse répondre, Clara apparut à côté de lui, son air habituellement radieux remplacé par une inquiétude sincère. « C'est n'importe quoi, murmura-t-elle. C'est toi qui as construit la moitié des systèmes ici. » Emo et Youssef n'étaient pas loin derrière, se pressant autour de mon bureau comme un cercle protecteur. Ce n'étaient pas que des collègues. C'étaient ceux qui m'avaient soutenu pendant d'innombrables nuits blanches, des délais impossibles à respecter et ce genre de chaos organisationnel qui rendrait fou les équipes les moins performantes. Youssef avait l'air particulièrement furieux, la mâchoire serrée, tandis qu'il digérait ce qui se passait. « Ils t'ont vraiment fait ça » demanda Emo en secouant la tête, incrédule. « Après tout ce que tu as fait pour cette entreprise. » Je me suis adossé à ma chaise, parvenant à esquisser un petit sourire qui sembla les dérouter. « Écoutez, les gars, ne vous inquiétez pas. Parfois, ces choses arrivent pour une raison. »« Laquelle » demanda André. « Tu es la personne la plus fiable de tout ce foutu bâtiment. »« Faites-moi confiance, dis-je d'un ton léger. Tout va se passer exactement comme prévu. » Ils échangèrent un regard, pensant probablement que j'étais dans le déni ou en pleine dépression. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Si j'avais été à leur place, voyant un vétéran de 15 ans se faire jeter comme un déchet, je serais probablement tout aussi déconcerté par mon calme. Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon de rencontres gênantes et de conversations chuchotées. Des gens que je connaissais à peine passaient soudainement pour présenter leurs condoléances, comme si j'organisais une veillée funèbre pour ma carrière. Certains semblaient sincèrement désolés. D'autres cherchaient juste des ragots à partager à la machine à café. J'ai joué mon rôle, acceptant leur compassion envers Grace tout en comptant intérieurement les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi et commencer la deuxième phase de mon plan. À 17h30, le bureau était presque vide. J'ai emballé quelques effets personnels, ma tasse à café, une photo de mes parents et des manuels techniques que j'avais achetés avec mon argent. Je suis rentré chez moi pour retrouver Mera. Elle était déjà dans la cuisine quand j'ai franchi la porte d'entrée, debout devant l'îlot central, un verre de vin à la main. Et ce sourire victorieux que je voyais de plus en plus souvent ces derniers temps. Notre maison semblait soudain plus petite, comme si les murs se refermaient. L'espace ouvert, autrefois moderne et spacieux, semblait maintenant froid et stérile, tout comme notre mariage. Alors, a-t-elle dit en sirotant une gorgée de son chardonnay. Comment s'est passé le reste de ta journée? Bien, ai-je répondu en posant mon carton d'effets personnels sur le comptoir. Très bien, a-t-elle ri. Un son qui me faisait sourire avant, mais qui maintenant me tapait sur les nerfs. Tu prends ça à merveille, Robert. Je pensais que tu serais plus contrarié. Pourquoi le serais-je, ai-je demandé en ouvrant le réfrigérateur pour prendre une bière. Tu l'as dit toi-même. J'atterrirai quelque part. Peut-être quelque chose de plus simple. Exactement, dit-elle, s'échauffant comme si elle faisait un discours de motivation. Tu as assez bossé. 15 ans dans la même entreprise, c'est du jamais vu de nos jours. Ça pourrait être un mal pour un bien. Un mal pour un bien si elle savait qu'elle avait raison, mais pas comme elle le pensait. J'acquiesçai, jouant le rôle du mari vaincu. Tandis qu'elle poursuivait son tour de piste, elle me raconta que ça pourrait être un nouveau départ pour nous deux. Comment je pourrais peut-être trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comment on pourrait enfin prendre ces vacances en Europe dont on parlait depuis des années. Pendant ce temps, je repensais aux 3 derniers mois, à la nuit qui avait tout changé entre nous. C'était un mardi de février, quand je suis rentré tôt d'une réunion client annulée à la dernière minute. J'avais prévu de faire une surprise à Mera, peut-être commander des plats à emporter dans ce restaurant italien qu'elle adorait. Mais au lieu de ça, j'ai eu la surprise de ma vie en trouvant son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, une avalanche de SMS remplissant l'écran. Des messages entre elle et Jared. Des messages qui montraient clairement qu'ils avaient une liaison depuis des mois. Des messages qui détaillaient non seulement leur relation physique, mais aussi leur projet de me virer de l'entreprise afin qu'ils puissent être ensemble sans la gêne d'avoir un mari trahi au bureau. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma façon loyale, discrète et efficace de vivre m'avait préparé à me faire arnaquer par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Mais au lieu de les affronter, de faire une scène ou de demander le divorce sur le champ, j'ai agi plus intelligemment. J'ai commencé à planifier.
Le lendemain matin, j'ai discrètement créé Iron Bridge System, l'enregistrant comme une SARL à mon nom. J'ai commencé à documenter soigneusement tous mes travaux originaux, chaque algorithme que j'avais développé, chaque amélioration de système que j'avais conçu. J'ai contacté des conseils en brevet, des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, tous ceux qui pouvaient m'aider à protéger ce qui me revenait de droit. Puis j'ai commencé à discuter avec Solvex Corporation, le principal concurrent d'EastBridge. Il s'est avéré qu'ils essayaient de me débaucher depuis des années et qu'ils étaient très intéressés par ce que j'avais à offrir. 3 mois de préparation minutieuse. 3 mois à jouer les maris inconscients tout en construisant ma voie de sortie. 3 mois à les laisser croire qu'ils avaient toutes les cartes en main, tandis que je jouais discrètement les dés en ma faveur. À présent, en voyant Mera se réjouir de ce qu'elle pensait être ma chute, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Elle pensait avoir gagné la guerre, mais la bataille n'avait même pas encore commencé. Il m'avait viré en pensant que je repartirais les mains vides, une autre victime de l'entreprise, sans rien à montrer après 15 ans de dévouement. Ils ignoraient totalement que je repartirais avec les clés de toute leur entreprise. Vendredi matin, cet air frais d'automne qui donne l'impression que tout est possible. Je me suis réveillé avant mon réveil, plus énergique que je ne l'avais été depuis des mois. Mera dormait encore à mes côtés, rêvant probablement de sa nouvelle vie avec Jared, complètement inconsciente de ce qui allait se passer. Je me suis glissé hors du lit en silence, me suis préparé un café bien fort et me suis dirigé vers EastBridge pour ce que tout le monde pensait être mon dernier jour. Le bâtiment avait changé, comme si je le voyais avec un regard nouveau. 15 ans à franchir ses portes vitrées, à prendre ses ascenseurs, à arpenter ses couloirs stériles, et maintenant j'étais sur le point de tourner la page. Mais au lieu d'être triste ou nostalgique, je me sentais libéré, tel un prisonnier qui aurait enfin trouvé comment crocheter la serrure de sa cellule. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé la veille. Quelques cartons se trouvaient à proximité, offerts par la direction des installations, prêts à contenir les vestiges de ma vie professionnelle. J'ai pris mon temps pour emballer mes derniers effets personnels, mes manuels d'ingénierie, une petite plante que Clara m'avait offerte l'année dernière, des prix que j'avais gagnés et qui me semblaient soudain insignifiants. Chaque objet a été rangé dans le carton avec un soin minutieux, comme si j'accomplissais une sorte de rituel. André est passé vers 22 heures, l'air encore énervé par toute cette situation. C'est vraiment le bordel, mec. Tu veux que j'efface accidentellement des fichiers avant ton départ? J'ai ri en secouant la tête. J'apprécie ta fidélité, mais ce ne sera pas nécessaire. Clara est arrivée avec une carte signée par la moitié de l'équipe de développement et un chèque cadeau pour mon restaurant préféré. Tu vas nous manquer, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Cet endroit ne sera plus le même sans toi. Vous vous en sortirez très bien, lui ai-je dit, sincère. Mieux que bien, en fait. Emo et Youssef sont arrivés ensemble, l'air de vouloir dire quelque chose, mais sans savoir comment le formuler. Finalement, Youssef a pris la parole. Si tu as besoin de références ou de recommandations, quoi que ce soit, tu sais qu'on est là pour toi. Toujours, a ajouté Mo. On sait quel genre de travailleur tu es, quel genre de personne tu es. N'importe qui aurait de la chance de t'avoir dans son équipe. Leur loyauté était primordiale pour moi, et j'ai pris note de me souvenir de ce moment le moment venu de leur proposer un emploi. C'étaient des gens bien, le genre de personnes qu'on aime avoir à ses côtés quand les choses se corsent. Vers midi, j'ai fini de préparer le dernier carton. Mon bureau avait l'air étrange sans toutes mes touches personnelles, juste un espace de travail générique qui pouvait appartenir à n'importe qui. Je suis resté assis là un moment, à assimiler tout ça. 15 ans compressés dans 3 cartons et quelques fichiers numériques. Ça aurait dû être déprimant, mais au lieu de ça, j'ai eu l'impression de faire une mue. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel et ouvert mon compte Gmail. La messagerie professionnelle serait fermée dans quelques heures, mais j'avais quelque chose d'important à dire, et je voulais être sûr que ça vienne de moi, pas d'un compte d'entreprise stérile qui disparaîtrait dans le vide numérique. Le message était court, mais j'ai passé une bonne dizaine de minutes à le rédiger. Chaque mot devait être parfait. À ceux qui m'ont toujours soutenu, ai-je écrit, en pensant à la colère protectrice d'André, à la gentillesse sincère de Clara, au soutien indéfectible d'Emo et Youssef, et à toutes les autres personnes bienveillantes qui avaient rendu cet endroit supportable au fil des ans. Regardez ce qui se passe lundi. Je marquais une pause, les doigts planant sur le clavier. Ça y était. Le moment de non-retour. Une fois cet email envoyé, impossible de revenir en arrière, de faire semblant que tout allait bien,
de jouer le rôle de l'employé loyal qui s'était fait avoir et qui s'en allait discrètement. Avec tout mon respect, Robert, avais-je envoyé. L'email disparut dans le cyberespace, emportant avec lui une promesse que j'avais bien l'intention de tenir. Lundi matin, tout le monde comprendrait exactement ce qu'Eastbridge avait perdu en décidant de me virer. Il comprendrait que licencier celui qui avait construit leur système centraux n'était pas seulement cruel. C'était d'une stupidité incroyable. J'ai fermé l'ordinateur portable, récupéré mes cartons et quitté ce bureau pour ce que je croyais sincèrement être la dernière fois. La descente en ascenseur fut différente de celle de jeudi. J'étais alors monté vers mon exécution. Maintenant, je descendais vers ma résurrection. Ce soir-là, j'ai traversé la ville en voiture pour retrouver Kesha Tran dans un café du quartier des Arts. Kesha était la vice-présidente des partenariats stratégiques de Solvex, une quadragénaire perspicace qui s'était forgé une réputation en identifiant les talents et en les transformant en avantages concurrentiels. On discutait depuis des semaines, mais ce soir, on finaliserait tout. Robert, dit-elle en se levant pour me serrer la main tandis que je m'approchais de sa table d'angle. Comment vas-tu? Mieux que prévu, répondis-je honnêtement. Prêt à passer à l'action? Elle sourit en glissant un porte-document en cuir sur la table. Alors, officialisons tout. Les documents à l'intérieur représentaient tout ce dont nous avions discuté, et plus encore. Solvex allait acquérir Ironbridge System pour une somme qui faisait passer mon indemnité de départ pour un simple cadeau. Je serais nommé responsable du développement avec un contrôle créatif total sur mon équipe et mes projets. Plus important encore, nous lancerions notre nouvelle version de produit, construite autour des algorithmes propriétaires que j'ai protégés, dans les 6 mois. Et il y a encore une chose, dit Kesha tandis que je signais la dernière page. Nous suivons les scores de satisfaction client d'Eastbridge. Ils vont avoir de sérieux problèmes la semaine prochaine lorsque leurs systèmes centraux commenceront à faire des siennes. J'ai levé les yeux des documents. Comment faire des siennes? Eh bien, a-t-elle dit avec un sourire entendu. Il s'avère que lorsqu'on se débarrasse de celui qui a conçu et maintenu toute son infrastructure de traitement de données, tout a tendance à s'effondrer assez rapidement, surtout lorsque cette infrastructure était construite autour d'un code propriétaire appartenant légalement à quelqu'un d'autre. Maintenant, les pièces du puzzle s'assemblaient. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un nouvel emploi pour moi, ni même de me venger. Il s'agissait de justice, une justice d'entreprise appliquée avec une précision chirurgicale. Lundi va être intéressant, ai-je dit. Lundi va être légendaire, a répondu Kesha. Nous nous sommes serrés la main, et je suis sorti de ce café avec le sentiment d'être une personne complètement différente de celle qui avait rangé son bureau ce matin-là. Je n'étais plus une victime. Je n'étais plus l'employé loyal trahi par sa femme et son patron. J'étais l'architecte de leur destruction, et le plan était déjà en marche. Lundi matin, je me suis réveillé avec une impatience que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance, le matin de Noël. Le soleil filtrait à flot par les fenêtres de la chambre, baignant tout d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis des mois, j'étais véritablement excité par ce que la journée allait me réserver. Mera était déjà levée et partie, se précipitant probablement au bureau pour commencer sa nouvelle vie de petite amie du PDG sans avoir à se soucier de son mari agaçant. J'ai pris mon temps pour me préparer un café parfait et profiter pleinement. Vers 8h30, je me suis installé dans mon bureau à domicile avec mon ordinateur portable et une tasse de café frais, prêt à regarder le feu d'artifice. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 8h47, selon l'horodatage du premier email affolé que j'ai reçu, Eastbridge Technology a subi ce que son service informatique qualifierait plus tard de panne système catastrophique. La plateforme de traitement des données en temps réel, pilier de tout ce qu'ils faisaient pour leurs plus gros clients, a tout simplement cessé de fonctionner. Ni planté, ni buggé, arrêté, comme s'il n'était plus légalement à leur disposition. Voyez-vous, voilà ce que Jared et Meredith ne comprenaient pas dans le monde du logiciel. Quand on vire le concepteur de ces systèmes centraux, mieux vaut être sûr d'en être le véritable propriétaire. Il s'avère que les algorithmes propriétaires que j'ai développés au fil des ans, ceux qui ont rendu la plateforme d'Eastbridge plus rapide et plus fiable que celle de ses concurrents, étaient protégés par mes brevets personnels. Des brevets que j'avais déposés et financés moi-même, pensant agir en tant qu'entreprise citoyenne en améliorant les capacités de l'entreprise. Ces brevets venaient d'être transférés à Ironbridge System, et Ironbridge System venait d'être racheté par Solvex Corporation, ce qui signifiait qu'Eastbridge utilisait soudainement une technologie qu'elle n'avait aucun droit légal d'utiliser. Mon téléphone s'est mis à vibrer vers 9h. Des SMS d'André,
Clara et toute la bande. Toutes sortes de « bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ?» Les lignes du support client semblaient illuminées comme un sapin de Noël, avec des clients furieux exigeant de savoir pourquoi leur flux de données avait été coupé. À 9h23, mon téléphone a sonné. Le nom de Mira est apparu sur l'écran et j'ai laissé tomber la messagerie. Elle a rappelé immédiatement. Puis, au 4e appel, j'ai enfin décroché. « As-tu fait quelque chose ?» Sa voix était sèche, paniquée, tout semblant de professionnalisme d'entreprise disparu. « Bonjour à toi aussi, ma chérie, ai-je dit d'un ton parfaitement calme. Comment se passe ton lundi ? Ne joue pas avec moi, Robert. Tout le système est en panne. Les clients hurlent. Jared est en pleine crise. As-tu saboté quelque chose avant de partir ? J'ai ri. J'ai même ri aux éclats. Sabotage, miroir, je suis blessé. Tu sais, je ne ferai jamais rien de contraire à l'éthique. Et après ? Ce que j'ai fait ? J'ai interrompu, j'ai protégé ma propriété intellectuelle. Tu sais, les algorithmes et les améliorations que j'ai développées pendant 15 ans, ceux qui ont fait le succès de l'entreprise de ton petit ami. Il s'avère que j'en suis légalement propriétaire, avec les brevets et tout. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle assimilait ce que cela signifiait. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle finalement, mais sa voix avait perdu son mordant. Elle semblait maintenant effrayée. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai donné beaucoup de choses à lire à votre équipe juridique cette semaine. Ils finiront par comprendre. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. À 10 heures précises, le communiqué de presse de Solvex était diffusé sur toutes les principales plateformes d'actualité économique et sur les blogs du secteur. J'avais moi-même aidé Kesha à rédiger le titre. Solvex acquiert Ironbridge Systems, dirigé par Robert Garland, ancien architecte senior d'Eastbridge. L'annonce était parfaitement formulée, professionnelle, mais dévastatrice. Elle mettait en lumière mes 15 années d'expérience, mon rôle dans le développement de solutions de traitement de données de pointe et mon nouveau poste de responsable du développement chez Solvex. Entre les lignes, n'importe quel acteur du secteur technologique pouvait lire la vérité. Eastbridge venait de perdre sa technologie de base et son meilleur développeur au profit de son plus grand concurrent. Mon ordinateur portable était ouvert sur Google Actualités, actualisant l'actualité toutes les quelques minutes pour suivre la propagation de l'information. TechCrunch l'a d'abord repéré, puis WeRed, puis le Wall Street Journal. Chaque article était plus préjudiciable que le précédent, et les analystes du secteur s'interrogeaient sur les conséquences pour l'avenir d'Eastbridge. Il s'agit apparemment d'une erreur stratégique majeure. Un expert a déclaré à Reuters, lorsqu'on est bâti autour d'une technologie propriétaire, on ne licencie pas le créateur de cette technologie sans être absolument certain d'en être le propriétaire. Un autre analyste a été encore plus direct. Eastbridge a simplement offert son avantage concurrentiel à Solvex sur un plateau d'argent. Je ne me souviens pas d'une décision de personnel plus catastrophique de mémoire récente. À midi, tous les blogs technologiques et publications économiques publiaient une version de la même histoire. Les gros titres étaient brutaux. Pourquoi Eastbridge a-t-elle laissé partir l'homme qui a bâti son avenir ? L'erreur du PDG Jared Lang déclenche une crise financière. De héros à zéro, comment Eastbridge a perdu son avantage en une semaine ? Les sections de commentaires étaient encore pires, remplies d'experts du secteur partageant leurs propres histoires d'incompétence et de décisions managériales à courte vue. Eastbridge était devenu un exemple édifiant, un parfait exemple de la façon de ne pas traiter ses employés clés. Vers 14 heures, André m'a envoyé par SMS une capture d'écran du canal Slack interne de l'entreprise. Les messages fusaient à toute vitesse, les employés remettant ouvertement en question la compétence de la direction et spéculant sur des licenciements. L'ambiance était passée de la confusion à la colère, puis à la panique en moins de 6 heures. « Mec, disait André. C'est comme regarder le Titanic couler en temps réel. Jared a convoqué une réunion générale pour cet après-midi, mais la moitié de l'équipe de développement est déjà en train de mettre à jour ses profils LinkedIn. Je me suis servi une bière pour fêter ça et je me suis installé confortablement. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Non seulement j'avais protégé mes propres intérêts, mais j'avais aussi révélé la véritable nature des dirigeants d'Eastbridge. Incompétents, immoraux et totalement impréparés aux conséquences de ces actes. Le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'était que le début.
Une fois terminé, Jared et moi saurions exactement ce que signifie sous-estimer le type discret du bureau du coin. Lundi midi, c'était comme assister à un accident de voiture au ralenti depuis la meilleure place. Tous les blogs technologiques, les newsletters sectoriels et les publications économiques publiaient l'histoire, et les gros titres devenaient de plus en plus virulents d'heure en heure. J'étais confiné dans mon bureau à actualiser les flux d'actualité et les réseaux sociaux comme si c'était mon travail à plein temps, ce qui était sans doute un peu le cas maintenant. TechCrunch a commencé avec l'erreur de 50 millions de dollars, comment Eastridge a perdu son joyau de la couronne. VentureBeat a choisi, lorsque la politique d'entreprise se retourne contre moi, une étude de cas sur l'autodestruction. Mais mon article préféré est venu d'un blog sectoriel plus modeste, comment faire couler votre entreprise en 5 étapes faciles, un tutoriel d'Eastbridge. Les sections de commentaires étaient absolument brutales. Des vétérans du secteur partageaient des anecdotes de guerre sur l'incompétence de la direction. Les fondateurs de start-up en profitaient pour leur enseigner la protection de la propriété intellectuelle. Et leurs concurrents cachaient à peine leur joie face au malheur d'Eastbridge. C'était comme assister à une frénésie numérique, et j'étais aux premières loges. Vers 12h30, mon téléphone s'est mis à vibrer, inondé d'appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes cherchant probablement des citations de l'homme au cœur de la tempête. Je les ai tous laissés tomber sur leur messagerie. L'histoire se racontait parfaitement sans mon commentaire. Mais à 13h15, j'ai reçu un appel que je devais absolument prendre. Carla Martinez, l'assistante de Mira et l'une des rares personnes vraiment sympathiques, était partie à Eastbridge. Sa voix tremblait quand j'ai décroché. « Robert, Dieu merci, tu as répondu » a-t-elle dit, l'air au bord des larmes. Je ne devrais probablement pas t'appeler, mais je devais te prévenir. C'est le chaos total ici. Me prévenir de quoi? Ai-je demandé, même si je pouvais deviner. Elle accuse Jared de tout. Raconter à tous ceux qui l'écoutaient que ton licenciement était son idée, qu'elle a essayé de l'en dissuader, c'est tout. Et Jared fait la même chose, à l'envers, en disant que c'était elle qui s'en chargeait, qu'il était à peine au courant de la décision. J'ai presque eu pitié de Carla, prise au milieu de leur jeu de reproches. Presque. On dirait qu'ils gèrent la situation avec leur professionnalisme habituel. C'est pire que ça, a-t-elle poursuivi, la voix basse. J'ai entendu Jared en conférence téléphonique avec le conseil d'administration ce matin. Il hurlait vraiment, à propos de la responsabilité légale et du fait que les avocats auraient dû s'en rendre compte. Et Mira est restée enfermée dans son bureau à téléphoner toute la journée. Je pense qu'elle essaie de faire tourner ça en bourrique avec les journalistes. C'était intéressant. Mira s'est toujours crue plus intelligente que tout le monde. Mais s'en prendre aux médias alors que ton entreprise était en train d'imploser, c'était soit brillant, soit suicidaire, et je pariais sur la deuxième option. Merci pour l'info, Carla, ai-je dit. Et si ça dégénère trop là-bas, tu as mon numéro. À 14h, l'affaire avait dépassé le stade de l'actualité économique. CNN diffusait des reportages sur la loyauté au travail et la trahison des entreprises. LinkedIn était inondé d'articles de réflexion sur les droits de propriété intellectuelle et la protection des employés. Quelqu'un avait même lancé le hashtag #DIESDon'tPool en Eastbridge. Mais le vrai divertissement a commencé lorsque mon ancienne équipe a commencé à me contacter. André a appelé pour la première fois vers 14h30, l'excitation à peine contenue. « Frère, il faut que tu vois ce qui se passe ici. On dirait une apocalypse zombie, mais au lieu de cerveau, tout le monde se bouffe la carrière. C'est terrible, hein? Pire encore, la moitié de l'équipe de direction est en réunion d'urgence. L'autre moitié met à jour son CV. Et écoute, 3 chasseurs de têtes différents m'ont déjà appelé aujourd'hui pour me demander mon avis sur mon expérience chez Robert Garland Systems. Ton nom est comme un ticket d'entrée en or en ce moment. Clara a appelé ensuite, l'air étonné et un peu inquiète. Robert, je vois ton nom partout sur Internet. Tu vas bien? C'est dingue. Je vais bien, Clara. Plutôt bien, en fait. Comment vas-tu là-bas? Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, les clients en colère sifflent, et personne ne semble savoir comment régler quoi que ce soit sans toi. C'est comme s'ils réalisaient soudain qu'ils avaient viré la seule personne qui comprenait vraiment comment tout fonctionnait. Mo et Youssef ont appelé ensemble, me mettant sur haut-parleur depuis ce qui ressemblait à un placard à fourniture. Mec, dit Mo, c'est légendaire. Enfin, je suis désolé pour l'entreprise,
Mais voir Jared et Mera se démener est plutôt satisfaisant après ce qu'ils t'ont fait. Des nouvelles de la façon dont ils comptent résoudre les problèmes techniques, demandai-je. Youssef rit amèrement. Ils ont fait appel à un cabinet de conseil de premier ordre de la Silicon Valley. Ces types facturent $5000 par jour pour leur dire qu'ils sont foutus sans accès à tes algorithmes. C'est comme voir quelqu'un payer le prix fort pour qu'un médecin confirme qu'il a été blessé. L'après-midi avançait, les appels continuaient d'affluer, pas seulement de mon ancienne équipe, mais de personnes de toute l'entreprise qui avaient toujours respecté mon travail. Ils racontaient tous la même histoire, sous différentes formes. Eastbridge était en pleine panique, la direction se pointant du doigt tandis que le navire prenait l'eau. Vers 16 heures, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Gina Rodriguez, de l'équipe QA, une personne avec qui j'avais travaillé en étroite collaboration sur plusieurs projets majeurs. Sa voix était presque excitée. Étourdi. Robert, je ne sais pas si tu prends des appels, mais j'ai dû te contacter. Je viens de sortir d'une réunion où ils parlent de faire venir une toute nouvelle équipe de développement pour tout reconstruire à partir de zéro. Ils envisagent des mois de travail et des millions de dollars juste pour revenir là où ils étaient la semaine dernière. Cela semble cher, dis-je. Ce n'est même pas la meilleure partie. La rumeur se répand que Solvex recrute activement dans notre équipe. 3 personnes m'ont demandé si je connaissais quelqu'un là-bas, et j'ai peut-être mentionné que j'avais travaillé en étroite collaboration avec leur nouveau responsable du développement sur plusieurs projets réussis. Les pièces se mettaient en place exactement comme je l'avais espéré. Non seulement Eastbridge perdait sa clientèle et sa crédibilité, mais elle était sur le point de perdre ses meilleurs talents restants au profit de son plus grand concurrent. C'était comme regarder des dominos tomber, chacun étant parfaitement positionné pour abattre le suivant. Gina, j'ai dit, si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités, je connais peut-être quelqu'un qui recherche des professionnels expérimentés en assurance qualité. Tu es sérieux? Très sérieux. Envoyez-moi votre CV ce soir. Je pense vous correspondriez parfaitement à ce que nous construisons. Au moment où j'ai raccroché, j'avais une liste de 7 personnes de mon ancienne équipe qui étaient prêtes à quitter le navire. 7 professionnels talentueux, fatigués de la politique d'entreprise et des dirigeants incompétents, prêts à travailler pour une entreprise qui valorise réellement leur contribution. Ce n'était plus seulement une vengeance. Il s'agissait d'une greffe d'entreprise complète et le patient n'allait pas survivre à l'opération. Mardi matin est arrivé avec un froid glacial d'octobre qui donnait l'impression que l'univers correspondait à la froide réalité qui s'installait à Eastbridge. Je sirotais mon café et parcourais les dernières nouvelles lorsque mon téléphone a sonné avec un SMS de Youssef. Il y était toujours employé techniquement, mais d'après ce que j'ai pu voir, personne ne faisait plus grand-chose. Tout le monde était trop occupé à regarder l'équivalent corporatif du Hindenburg s'enflammer. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée à 10 heures. Son message était lu. J'ai entendu dire par Carla que 3 membres du conseil d'administration sont arrivés de la côte ouest hier soir. Cela va être biblique. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant cet élan familier de satisfaction. Une réunion d'urgence du conseil d'administration moins de 48 heures après le crash du système. C'était le bruit des poules qui rentraient se percher. D'après mon expérience, lorsque les conseils d'administration convoquaient des réunions d'urgence, les têtes étaient sur le point de tomber, et j'avais une assez bonne idée de ceux qui avaient le coup sur le billot. La beauté d'avoir encore des amis à l'intérieur était d'obtenir des mises à jour en temps réel sur le carnage. Vers 9h30, André m'a envoyé une photo depuis le hall. 3 hommes en costume coûteux qui semblent préférer être ailleurs. Flanqués de ceux qui semblaient être des avocats portant des porte-documents suffisamment épais pour contenir les papiers du divorce d'un milliardaire. La cavalerie est arrivée, dit son texte, et elle n'a pas l'air contente. À 10h15, Clara a réussi à me faire passer un message vocal depuis la salle de bain au bout du couloir de la salle de conférence principale. On peut entendre la voix de Jared à travers les murs, murmura-t-elle. Il devient bruyant. Comme vraiment fort. La sécurité debout devant la porte, l'air nerveuse. Je devais admettre qu'une partie de moi souhaitait pouvoir être une mouche sur le mur pendant cette réunion particulière. Après 15 ans passés à observer Jared travailler sur le travail des autres tout en s'attribuant le mérite de chaque succès, le voir enfin demander des comptes était probablement mieux que le matin de Noël. La discussion de groupe que Youssef avait organisée avec certains membres de l'ancienne équipe était pleine de mises à jour tout au long de la matinée. Mo a rapporté avoir vu Mera se précipiter vers la salle de conférence avec une pile de documents. On aurait dit qu'elle se préparait à la guerre.
Gina a mentionné que les téléphones des RH sonnaient sans arrêt depuis lundi avec des employés qui posaient des questions sur les indemnités de départ et l'aide au placement. Mais la vraie bombe est arrivée vers 23h30 lorsque Carla m'a envoyé un message direct qui m'a presque fait cracher mon café. Il demande à Jared de se retirer, a-t-elle écrit. Je l'ai entendu à travers la porte quand j'ai apporté de l'eau. L'un des membres du conseil d'administration a parlé d'un échec catastrophique du leadership et de dommages irréparables à la valeur actionnariale. Il répliquait que ce n'était pas de sa faute s'il avait été induit en erreur par son service RH. Alors Jared jetait Mira sous le bus. C'était prévisible. Lorsqu'il est acculé, les gars comme lui cherchaient toujours quelqu'un d'autre à blâmer. La question était de savoir si Mira l'avait vu venir et avait préparé sa propre défense ou si elle était sur le point de se faire rouler par la même machine corporative qu'elle avait contribué à utiliser comme arme contre moi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour obtenir une réponse. À 12h10, André a envoyé une autre mise à jour. Mira vient de sortir en trompe de la salle de conférence, comme si elle voulait assassiner quelqu'un. Elle est allée directement à son bureau et a claqué la porte si fort que les gens situés 3 étages plus loin l'ont probablement senti. 20 minutes plus tard, ICEF a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mot officiel des installations. Mira a été suspendue dans l'attente d'une enquête. La sécurité l'a escortée par l'entrée arrière. Elle était au téléphone tout le temps, appelant probablement des avocats. Vers 22h, les dominos tombaient plus vite que je ne pouvais les suivre. La réunion d'urgence du conseil d'administration s'est transformée en une purge d'entreprise à grande échelle avec la démission de 3 cadres supérieurs pour poursuivre d'autres opportunités. Les entreprises parlent, nous vous virons avant que vous puissiez aggraver la situation. Le communiqué de presse officiel est sorti à 14h30 et c'était un chef-d'œuvre de contrôle des dégâts pour les entreprises. Eastbridge a annoncé que le PDG Jared Lang avait décidé de démissionner pour se concentrer sur de nouvelles entreprises tandis que plusieurs postes de haute direction étaient en cours de restructuration pour mieux servir les clients et les parties prenantes dans un paysage technologique en évolution. Traduction, nous avons licencié tous les responsables de ce désastre, et nous espérons que vous oublierez que cela s'est produit. Mais l'industrie technologique a la mémoire longue, surtout lorsqu'il s'agit d'échecs spectaculaires. En quelques heures, LinkedIn a été inondé de publications décrivant ce qui n'allait pas chez Eastbridge. Les analystes du secteur l'ont qualifié d'étude de cas sur la manière de ne pas gérer les talents et la propriété intellectuelle. Quelqu'un avait même créé une page Wikipédia intitulée The Eastbridge Collapse avec une chronologie des événements qui se lisait comme un thriller d'entreprise. Le coup de grâce a eu lieu vers 16h. Lorsque TechCrunch a publié un exposé intitulé Inside the Eastbridge Meltdown, comment une affaire et la politique d'entreprise ont détruit un géant de la technologie. Quelqu'un, probablement un employé mécontent ayant accès au courriel de l'entreprise, avait divulgué des détails sur Jared et la relation de Mira, avec des horodatages montrant quand leur liaison avait commencé et comment cela avait influencé la décision de m'expulser. L'article dressait le portrait d'une entreprise dirigée par des personnes plus intéressées par leur drame personnel que par leurs responsabilités professionnelles. Il détaillait comment ils avaient utilisé leur atout technique le plus précieux pour dissimuler une affaire, puis regardaient, impuissants, l'ensemble de leur modèle commercial s'effondrait sans les systèmes que j'avais construits. Lire cet article, c'était comme voir la justice être rendue avec un côté d'humiliation publique. Pendant 15 ans, j'avais vu Jared s'attribuer le mérite des innovations que j'avais créées, tandis que Mira jouait de la politique d'entreprise dans les coulisses. Désormais, le monde entier pouvait voir exactement quel genre de dirigeants ils étaient réellement. Mon téléphone a sonné vers 17h. C'était K de Solvex, et elle avait l'air vraiment joyeuse. Avez-vous regardé les informations, elle a demandé. Difficile de détourner le regard, répondis-je. C'est comme un accident de train au ralenti. Un accident de train très rentable. Depuis hier, 12 clients majeurs nous ont contactés pour nous demander comment passer d'Eastbridge à notre plateforme, et ce n'est que le début. La rumeur se répand que nous avons l'architecte original de leur système qui dirige notre équipe de développement. C'était mieux que ce que j'osais espérer. Non seulement Eastbridge avait perdu son leadership et sa crédibilité, mais ses clients recherchaient activement des alternatives, et ces alternatives nous arrivaient directement avec moi comme argument de vente. Oh, et Robert Kesha a ajouté, nous avons reçu aujourd'hui 17 CV d'employés actuels et anciens d'Eastbridge, tous mentionnant votre nom comme référence. Je pense que vous êtes sur le point de reconstituer votre équipe de rêve. En raccrochant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de me venger de 2 personnes qui m'avaient trahi. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, de construire quelque chose de meilleur à partir des cendres de leur auberge.
3 semaines après le début de ma nouvelle vie chez Solvex, je me réveillais chaque matin avec l'impatience d'aller travailler. Cela peut ressembler à quelque chose que toutes les affiches de motivation aux États-Unis prétendent être possible, mais après 15 ans de politique d'entreprise et de trahison, j'avais honnêtement oublié ce que cela faisait d'être enthousiasmé par mon travail. Désormais, au lieu de redouter le trajet vers un immeuble de bureau stérile où je n'étais qu'un rouage de plus dans la machine de quelqu'un d'autre, je me dirigeais vers un endroit où mes idées comptaient, où l'innovation était encouragée et où je ne surveillais pas constamment mes arrières pour la prochaine trahison. Le siège social de Solvex était un monde à part de la forteresse corporative d'Eastbridge. Au lieu de cabines grises et d'éclairage fluorescent, nous avions des espaces de collaboration ouverts avec de la lumière naturelle pénétrant à travers les fenêtres du sol jusqu'au plafond. Au lieu de salles de conférence portant le nom de cadres décédés, nous avions des zones créatives avec des barres blanches couvrant chaque mur et des sièges confortables qui encourageaient réellement le brainstorming. C'était comme la différence entre une prison et un terrain de jeu pour adultes amoureux de la technologie. Mais la vraie différence n'était pas l'espace de bureau luxueux. C'était le peuple. Un par un, mon ancienne équipe était passée du navire en perdition qu'était Eastbridge Edge à la fusée que Solvex était en train de devenir. André a été le premier à nous rejoindre officiellement, apportant son expertise en cybersécurité et son enthousiasme contagieux pour la résolution de problèmes complexes. Clara l'a suivi une semaine plus tard, enthousiasmée par l'opportunité de travailler sur des projets qui ne seraient pas micro-gérés à mort par des cadres qui ne comprenaient rien au développement de logiciels. Mo et Youssef étaient venus sous forme d'un forfait, ce qui était parfait puisqu'ils avaient toujours mieux travaillé en équipe de toute façon. Gina a apporté ses compétences en assurance qualité et son talent pour trouver les bugs que tout le monde avait manqué. Même Carla avait tendu la main, fatiguée d'être prise au milieu d'un drame corporatif et désireuse de travailler pour une entreprise qui traitait les gens comme des êtres humains plutôt que comme des ressources jetables. Travailler à nouveau avec eux, c'était comme enfiler un pull préféré que vous aviez oublié. Nous avions cette chimie rare qu'on ne peut ni fabriquer ni forcer. Le genre de synchronicité professionnelle qui vient d'années de défis partagés et de respect mutuel. Nous pouvions communiquer par demi-phrases et terminer les pensées de chacun lorsque nous étions en mode résolution de problèmes. Plus important encore, nous nous faisions entièrement confiance, ce qui signifiait que nous pouvions prendre des risques et repousser les limites sans craindre que quelqu'un nous jette sous le bus si les choses ne se passaient pas parfaitement. La liberté que Kesha et l'équipe de direction de Solvex nous ont offerte était enivrante. Au lieu de devoir justifier chaque décision de conception auprès de managers qui n'avaient jamais écrit une seule ligne de code de leur vie, nous avons eu la possibilité d'innover. Lorsque j'ai proposé de reconstruire notre architecture de base à partir de zéro à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique de pointe, ils n'ont pas demandé 17 présentations PowerPoint ni une étude de faisabilité. Ils m'ont demandé de combien de temps j'avais besoin et quelles ressources nous aideraient à avancer plus rapidement. Nous avons créé de nouvelles fonctionnalités en 2 fois moins de temps qu'à Eastbridge. En partie parce que nous n'étions pas enlisés dans des absurdités bureaucratiques, mais surtout parce que nous étions réellement motivés à faire de notre mieux. Lorsque vous ne regardez pas constamment par-dessus votre épaule, lorsque vous ne craignez pas que les politiques de bureau fassent dérailler vos projets, lorsque vous savez que vos contributions sont valorisées et que vos idées sont entendues, c'est alors que la magie opère. Clara l'a parfaitement résumé un après-midi alors que nous faisions une pause après une session de codage particulièrement intense. Nous étions assis dans le jardin sur le toit de l'entreprise en train de déjeuner et regardions la ville s'étendre en dessous de nous comme un circuit imprimé prendre vie. « Tu as l'air différent », dit-elle en étudiant mon visage comme si elle essayait de résoudre une énigme. Plus léger en quelque sorte. J'y ai réfléchi un instant, en regardant les nuages dériver devant l'horizon du centre-ville. Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. Parce que je le suis, dit-elle avec un sourire. Plus de mensonges, plus de masques corporatifs, plus de prétendre que tout va bien alors que ce n'est visiblement pas le cas. C'est à cela que devrait ressembler le travail. Elle avait tout à fait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le poids de la trahison sur mes épaules. Je ne remettais pas en question chaque interaction, me demandant qui complotait contre moi ou quelle politique de bureau se déroulait à huis clos. Je pouvais simplement me concentrer sur ce que j'avais toujours aimé le plus, élaborer des solutions innovantes à des problèmes complexes avec des personnes que je respectais sincèrement et avec lesquelles j'aimais travailler. Le côté personnel de ma vie changeait également. Environ 6 semaines après avoir débuté chez Solvex, j'ai rencontré Sacha Richardson lors d'un événement de réseautage d'affaires auquel j'avais assisté volontairement au lieu d'y être entraîné par obligation d'entreprise. Elle était consultante en gestion spécialisée dans l'aide aux entreprises lors de transitions majeures.
Et elle avait cette franchise rafraîchissante que je trouvais incroyablement attirante après des années à traiter avec des gens qui ne disaient jamais ce qu'ils voulaient réellement dire. Contrairement à Mera, qui avait toujours été impressionné par les titres et l'ascension des échelons de l'entreprise, Sacha était attirée par l'authenticité et l'intégrité. Elle ne se souciait pas du fait que je sois responsable du développement dans une entreprise technologique. Elle se souciait du fait que j'avais eu le courage de me défendre alors que j'étais traité injustement et que j'avais transformé une trahison potentiellement dévastatrice en une opportunité de construire quelque chose de mieux. Nos premiers rendez-vous ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vécu pendant mon mariage. Au lieu de vivre une relation qui était devenue davantage un partenariat commercial qu'une relation amoureuse, je me suis retrouvé réellement excité à l'idée de passer du temps avec quelqu'un qui m'a mis au défi intellectuellement et m'a soutenu émotionnellement sans aucun agenda caché. J'admire la façon dont vous avez tout géré. Sacha me l'a dit lors d'un dîner dans un petit restaurant italien qui ne nécessitait pas de réservation ni de conversation prétentieuse sur les accords mets et vins. Beaucoup de gens seraient devenus amers ou vindicatifs, mais vous avez canalisé cette énergie pour créer quelque chose de positif. Cette idée signifiait plus pour moi qu'elle ne le pensait probablement. Depuis des mois, j'avais peur que ma réponse soigneusement orchestrée à la trahison de Mera et Jared ne me rende d'une manière ou d'une autre vindicatif ou mesquin. Mais Sacha m'a aidé à voir les choses différemment. Je n'avais pas détruit leur carrière par méchanceté. J'avais simplement protégé mon propre travail et construit un avenir meilleur pour moi-même et pour les personnes qui m'avaient toujours soutenu. C'était ce qui m'avait manqué toutes ces années à Eastbridge. La simple satisfaction d'être valorisé pour qui j'étais réellement plutôt que pour le rôle que j'ai joué dans le jeu d'échecs d'entreprise de quelqu'un d'autre. 3 semaines après le tremblement de terre qui a détruit la direction d'Eastbridge, je pensais que le pire du spectacle public était derrière nous. J'avais tort. Parfois, les répliques sont plus dévastatrices que la catastrophe initiale. Et ce qui s'est passé ensuite a prouvé que le karma a un sens du timing tordu et un sens de l'humour encore plus tordu. J'étais dans mon nouveau bureau chez Solvex en train d'examiner l'architecture du code avec André et Clara lorsque mon téléphone a commencé à vibrer d'alertes d'actualité. Le premier m'a fait faire une pause au milieu d'une phrase. Un lanceur d'alerte anonyme expose le scandale de la direction d'Eastbridge. Le deuxième m'a fait asseoir. Des fuites de mai révèlent une affaire derrière l'effondrement des géants de la technologie. À la troisième alerte, j'ouvrais mon ordinateur portable pour voir quel nouvel enfer s'était déchaîné sur mes anciens employeurs. L'histoire a éclaté simultanément dans toutes les principales publications technologiques, journaux économiques et même dans les principaux médias. Une personne ayant accès au serveur de messagerie interne d'Eastbridge avait divulgué un trésor de communication entre Mera et Jared s'étalant sur près de 8 mois. Il ne s'agissait pas seulement de flirt au bureau ou de discussions professionnelles qui dépassaient les frontières personnelles. Il s'agissait d'échanges explicites et accablants qui mettaient à nu tout leur plan visant à me pousser hors de l'entreprise afin qu'ils puissent poursuivre leur relation sans la gêne d'avoir le mari trahi au bureau. Les courriels divulgués se lisent comme un thriller d'entreprise écrit par quelqu'un à l'imagination particulièrement sombre. Il y avait des messages de Jared se plaignant de la façon dont ma présence morale le mettait mal à l'aise lors des réunions de direction. Mera a répondu en élaborant une stratégie sur la façon de documenter les problèmes de performance qui n'existaient pas réellement, créant ainsi une trace écrite pour justifier mon éventuel licenciement. Le plus préjudiciable de tous a été les échanges au cours desquels ils ont explicitement discuté du moment où mon licenciement coïnciderait avec une présentation client importante, garantissant que je serais parti avant que quiconque ne se rende compte de la quantité de connaissances institutionnelles qui sortaient avec moi. Mais les courriels qui ont vraiment retenu l'attention des médias sont les courriels personnels. Des messages dans lesquels ils se moquaient de mon éthique de travail, me traitant de drone d'entreprise et de singe codé qui ne comprenaient pas la situation dans son ensemble. Des échanges où ils fantasmaient sur leur avenir ensemble une fois qu'ils avaient débarrassé le jeu des obstacles gênants comme eh bien, moi. Il y avait même un fil de discussion particulièrement charmant dans lequel Mera faisait référence à notre mariage comme à un arrangement provisoire qui avait perdu son utilité. Lire ces messages, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que la voiture était toute ma vie jusque-là, et que l'accident avait été orchestré par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. La cruauté désinvolte de leur langage, le caractère calculé de leur planification, le manque total de respect pour 15 ans de mariage et de dévouement professionnel. Tout était là en noir et blanc, conservé à jamais dans les archives numériques. La réponse des médias a été rapide et impitoyable. TechCrunch a montré de manière flagrante comment l'adultère des entreprises a détruit un empire technologique. Le Wall Street Journal, généralement plus réservé, a évoqué la crise éthique à Eastbridge. Les fuites de communication révèlent une mauvaise conduite des dirigeants,
mais mon préféré vient d'un petit blog de l'industrie qui intitulait simplement leur couverture « Comment ne pas ruiner votre entreprise, une masterclass et l'autodestruction ». Les sections de commentaires ont explosé avec des professionnels de l'industrie partageant leurs propres histoires de trahison d'entreprise et de politique qui ont mal tourné sur le lieu de travail. LinkedIn est devenu un champ de bataille de réflexion sur l'éthique professionnelle, les chefs d'entreprise utilisant Eastbridge comme un avertissement sur les dangers de mélanger les relations personnelles avec la prise de décision d'entreprise. Quelqu'un a même lancé un scandale du hashtag #Eastbridge qui a duré 3 jours consécutifs. En 48 heures, le cours de l'action d'Eastbridge avait encore chuté de 30%, effaçant le peu de valeur actionnariale qui avait survécu à la crise technique initiale. Les grands clients qui hésitaient à se tourner vers des concurrents ont soudainement trouvé la décision beaucoup plus facile à prendre. Qui veut faire affaire avec une entreprise dont la direction a été révélée comme étant manipulatrice, non professionnelle et fondamentalement indigne de confiance? Les conséquences personnelles pour Mera et Jared ont été encore plus dévastatrices que les conséquences pour l'entreprise. Jared, qui avait déjà été contraint de démissionner de son poste de PDG, se retrouvait désormais inemployable dans l'industrie technologique. Chaque entretien d'embauche, chaque événement de réseautage, chaque opportunité professionnelle a été éclipsée par le scandale. En moins d'un mois, il était passé du statut de cadre respecté à celui de figure emblématique des fautes professionnelles en entreprise. La situation de Mera était en quelque sorte pire. Au moins, Jared pourrait potentiellement reconstruire sa réputation dans une autre industrie ou dans une autre ville. Mais le rôle de Mera en tant que responsable des ressources humaines a rendu ses actes encore plus inexcusables aux yeux du monde des affaires. Elle avait utilisé sa position comme arme pour éliminer un inconvénient personnel, en utilisant les politiques et procédures de l'entreprise comme outil de vengeance personnelle. Aucune entreprise censée ne lui confierait plus jamais les décisions relatives au personnel. Je l'ai vu tenter de lancer une société de conseil appelée Strategic Human Resource Solutions s'effondrer en temps réel. Le site web a été mis en ligne un mardi matin et a été fermé jeudi après-midi après que les sections de commentaires aient été remplies de liens vers les courriels divulgués et d'avertissements concernant sa conduite professionnelle. 3 publications économiques différentes ont dénoncé sa tentative ratée de démarrage, transformant ce qui aurait dû être un nouveau départ en une nouvelle humiliation publique. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des mois, ils ont comploté pour m'effacer du paysage corporatif, pour m'expulser tranquillement et continuer leur vie comme si je n'avais jamais existé. Au lieu de cela, leurs propres actions en avaient fait des paras inemployables tout en m'élevant à une position de respect et d'influence que je n'aurais jamais imaginé possible. Un journaliste de Forbes m'a contacté, souhaitant m'interviewer sur les leçons que d'autres professionnels pourraient tirer de la situation. J'ai refusé poliment mais fermement. Il ne s'agissait plus de vengeance ou de justification. Il s'agissait d'aller de l'avant et de construire quelque chose de positif à partir des ruines de leurs mauvaises décisions. En plus, l'histoire se racontait très bien sans mon commentaire. Parfois, la meilleure réponse à une trahison n'est pas la représaille. Il s'agit simplement de laisser la vérité parler d'elle-même pendant que vous vous concentrez sur la construction d'un avenir meilleur. 1 an plus tard, je me suis retrouvé dans les coulisses du Marriott Grand Ballroom du centre-ville de Chicago, ajustant ma cravate et essayant de comprendre à quel point ma vie avait radicalement changé. Le National Software Innovator Summit était le genre d'événement auquel j'assistais en tant que spectateur, assis dans les dernières rangées pendant que les leaders de l'industrie partageaient leurs idées depuis des scènes qui semblaient incroyablement lointaines. J'étais désormais sur le point d'être l'un de ces leaders s'adressant à un public de plus de 800 professionnels du logiciel, fondateurs de start-up et dirigeants technologiques. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a 12 mois, j'étais le gars que Mera entraînait à ses conférences pour pouvoir réseauter et discuter pendant que j'absorbais tranquillement les connaissances des présentations. Elle me présenterait comme mon mari. Il est en technologie. Comme si j'étais une sorte de support informatique générique plutôt que l'architecte derrière des systèmes qui alimentaient des opérations d'1 million de dollars. J'avais l'habitude d'être secondaire lors des événements de l'industrie. Le plus inquiet était toléré mais pas particulièrement valorisé. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, j'étais le conférencier principal. La transformation a été progressive mais indéniable. Ce qui a commencé comme une tentative désespérée de protéger ma propriété intellectuelle s'est transformé en quelque chose de bien plus vaste. Ironbridge Solvex n'était pas simplement une autre entreprise technologique en compétition pour des parts de marché. Nous devenons une étude de cas sur la manière de transformer la trahison des entreprises en avantage concurrentiel. Les écoles de commerce dispensaient des cours sur notre ascension rapide. Les analystes du secteur qualifiaient notre histoire de retour de la décennie. Et d'une manière ou d'une autre,
je serais devenu le visage de la résilience face à l'adversité professionnelle. L'invitation à prendre la parole était venue 6 mois plus tôt de la part du Dr Jennifer Walsh, présidente du comité organisateur du sommet. Selon elle, c'était une opportunité de partager votre parcours avec la prochaine génération d'innovateurs. Mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire. Les gens voulaient savoir comment quelqu'un pouvait se faire avoir par sa propre entreprise et en ressortir plus fort de l'autre côté. J'avais passé des semaines à préparer ma présentation, mais pas comme l'ont probablement fait la plupart des orateurs. Au lieu de me concentrer sur les réalisations techniques ou les indicateurs commerciaux, j'ai décidé de parler de quelque chose de plus fondamental. L'importance de connaître votre propre valeur et de refuser de laisser les autres définir votre valeur. Monter sur cette scène, c'était comme entrer dans une version différente de moi-même. Le projecteur était brillant mais pas éblouissant. Et alors que je regardais la mer de visage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Confiance totale dans mon droit d'être exactement là où j'étais. Parfois, les personnes les plus proches de vous vous sabotent. J'ai commencé à diffuser clairement ma voix dans le système audio. Ils saperont vos contributions, remettront en question votre valeur et tenteront de vous convaincre que vous n'êtes pas aussi important que vous le pensez. Le public était calme, attentif. Je pouvais voir des gens se pencher en avant sur leur siège, reconnaissant quelque chose de familier dans ce que je décrivais. Lorsque cela se produit, j'ai continué, vous avez le choix. Vous pouvez intérioriser leur évaluation et commencer à douter de vous-même. Vous pouvez les combattre en utilisant leurs propres tactiques, en devenant amer et vindicatif, ou vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous pouvez leur prouver qu'ils ont tort en construisant quelque chose de mieux. J'ai parlé de l'importance de protéger votre propriété intellectuelle, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue personnel. J'ai partagé les leçons que j'avais apprises sur la différence entre la loyauté et le respect de soi, sur le danger de confondre dévouement professionnel et valeur personnelle. La plupart plus important encore, j'ai parlé de la liberté qui vient du fait de savoir que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Si vous savez qui vous êtes et ce que vous apportez, j'ai dit, pour arriver à ma conclusion. Alors les tentatives des autres pour vous diminuer deviennent inutiles, ils peuvent vous licencier, vous trahir, essayer d'effacer vos contributions, mais ils ne peuvent pas vous priver de votre capacité à créer, à innover, à construire quelque chose de significatif. Je me sentais authentique pendant le séance de questions-réponses qui a suivi. Personne après personne s'est levé pour partager ses propres histoires de trahison au travail, de politique d'entreprise et de rédemption professionnelle. Un jeune développeur de Seattle a raconté avoir été expulsé d'une start-up par des investisseurs qui souhaitaient faire venir leur propre équipe. Une femme d'Austin a décrit comment ses idées avaient été volées par un collègue masculin qui avait été promu grâce à son travail. Un programmeur plus âgé de Boston a partagé son expérience d'avoir été contraint à une retraite anticipée par des cadres qui pensaient que son expérience avait moins de valeur que l'enthousiasme des jeunes employés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'aucun d'entre eux ne semblait amer ou vaincu. Au lieu de cela, ils étaient pleins d'énergie, inspirés par la possibilité que les revers puissent devenir des préparatifs pour quelque chose de mieux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'impact réel de ce qui m'était arrivé au cours de l'année écoulée. Il ne s'agissait pas seulement de ma justification personnelle ou de ma réussite professionnelle. Il s'agit de prouver que l'intégrité et la compétence peuvent triompher de la politique et de la manipulation. En quittant cette scène, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis avant que tout ne s'effondre avec Mera et Jared. Une véritable fierté de qui je suis devenu et de ce que j'ai accompli. Pas parce que j'avais détruit mes ennemis, mais parce que j'avais refusé d'être détruit par eux. 2 ans après avoir quitté Eastbridge Technology pour ce que je pensais être la dernière fois, j'ai découvert quelque chose qu'aucun succès d'entreprise ou aucune revendication publique n'aurait pu m'apprendre. La vraie victoire ne consiste pas à vaincre ses ennemis. Il s'agit de devenir quelqu'un qu'on ne peut plus toucher. Ma vie ne ressemble désormais presque plus à celle que je vivais lorsque Mera et Jared pensaient pouvoir m'effacer de leur histoire. Je me réveille chaque matin dans une maison que j'ai choisie, pas dans une maison que nous avons achetée parce qu'elle se trouvait dans le bon district scolaire ou parce qu'elle impressionnerait les bonnes personnes. Les murs sont remplis de livres que j'ai envie de lire, d'œuvres d'art qui me parlent et de photos de personnes qui se soucient véritablement de mon bien-être plutôt que de ce que je peux faire pour leur carrière. Mes matins sont devenus des moments sacrés. Au lieu de me précipiter dans un café et des emails tout en me préparant mentalement pour une autre journée de guerre d'entreprise, je prends mon temps. Je lis les nouvelles si je le souhaite ou je les ignore si je ne le fais pas.
je travaille sur des projets personnels qui me challengent intellectuellement sans être liés aux marges bénéficiaires trimestrielles ou aux présentations au conseil d'administration. Parfois, je m'assois sur ma terrasse arrière et regarde le lever du soleil, m'émerveillant de voir à quel point mon esprit est devenu calme. Travailler, quand je choisis de le faire, est exactement cela, un choix. Ironbridge Solvex a connu une croissance au-delà de tout ce que j'avais imaginé lorsque j'ai enregistré le nom de l'entreprise pour la première fois, par instinct de conservation désespéré. Nous ne sommes plus seulement en concurrence avec nos anciens employeurs. Nous établissons des normes industrielles et sommes à l'origine d'innovations pionnières que d'autres entreprises s'efforcent de copier. Le programme de mentorat que nous avons lancé il y a 6 mois a déjà aidé des dizaines de jeunes développeurs à protéger leur travail et à éviter le genre d'exploitation que j'ai vécu. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à transformer une douleur personnelle en un changement systématique. Mais la transformation la plus significative a peut-être été dans la façon dont j'aborde les relations, tant professionnelles que personnelles. Sacha et moi avons emménagé ensemble au printemps dernier. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je partage un espace avec quelqu'un qui considère mon succès comme quelque chose à célébrer plutôt que comme quelque chose avec lequel rivaliser ou contrôler. Elle crée son propre cabinet.